Bonjour. Bienvenue à la première édition du Café féministe des Effrontés. Donc, les Effrontés, nous sommes une association féministe généraliste. Notre particularité, c'est notre ton. Donc, nous aimons utiliser l'humour ou taper du poing sur la table. Ça dépend des situations et des sujets surtout. D'ailleurs, dernièrement, on a fait une action coup de poing. Donc, on aime beaucoup faire des actions coup de poing autour de la dernière campagne sexiste d'Yves Saint Laurent. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Deux photos qui avaient donc choqué, qui choquent encore toujours. Et regardez ce qui s'est passé à l'intérieur. On a assez de voir les femmes ridiculisées, humiliées, sous prétexte qu'on veut vendre des chaussures. Nous ne sommes pas des bêtes de foire et enfin, la sexualité des femmes est puissante. Elle n'est pas cette vision archaïque. À la fin de l'opération, on a demandé aux deux jeunes femmes qui s'étaient donc infiltrées, bien pourquoi elles avaient leur boulot comme ils ont pu. On a été dans un Yves Saint Laurent et du coup on a déclamé un texte pour dire que c'était scandaleux et pour exiger le retrait des affiches. Il se trouve que finalement les affiches ont été retirées. Donc voilà, ça c'est nos types d'actions. Et voilà, je vous présente vite fait nos deux invités. Donc il y a Geneviève Fraisse, philosophe française, historienne de la pensée féministe, et qui, je pense, a dédié une partie de sa réflexion au fait que les femmes étaient exclues des révolutions. Et donc du coup, il y a une difficulté à écrire l'histoire des femmes et à la continuer. Et Mathilde Arrière, historienne des révolutions, qui a une présence sur les réseaux sociaux absolument impressionnante et qui fait des storyfy à chaque fois pour remettre les points sur les i. Bonjour tout le monde, c'est vraiment super de voir le monde qu'il y a. En plus, comme il fait super beau, c'est chouette d'avoir préféré ça au soleil et au début de la chaleur. Alors, ce que je vais faire, c'est plutôt une espèce d'abord de cadre de ce qu'a été l'histoire des femmes, pour poser les bases du débat. Et je ne vais pas en fait trop parler des révolutions, parce qu'en fait, comme tu m'avais dit, plutôt l'histoire des femmes, mais après, si vous voulez, on peut parler sans problème des révolutions. Au contraire, ça m'intéresse vachement. Ce que je voudrais dire au début, c'est que d'une certaine façon, pas d'une certaine façon, comme chercheuse, moi je ne suis pas une historienne des femmes. Je ne fais pas des recherches en histoire des femmes, pas vraiment non plus en histoire du genre. J'ai croisé ces histoires, mais en fait, moi par exemple, j'ai bossé sur des sociétés d'hommes, puisque j'ai travaillé sur la garde nationale, dont d'ailleurs on avait volontairement exclu les femmes, quand bien même plusieurs femmes, dans toute l'histoire de la garde nationale, avaient réclamé de porter des armes et de rentrer dans la garde. De facto, c'était une société d'hommes, ce qui fait que j'ai croisé le genre en travaillant sur ces caractéristiques de cette société d'hommes, mais je ne suis pas une historienne des femmes. En revanche, je l'enseigne. Ça fait 3 ans, j'ai toujours un peu enseigné l'histoire des femmes, mais ça fait 3 ans que j'ai créé dans ma fac un cours obligatoire pour les premières années. Ils sont 250 à être obligés de suivre un semestre entier d'histoire des femmes. Ce que les femmes adorent et les mecs détestent, ce qui est très intéressant. Les retours de mes étudiants sont extrêmement intéressants, pour en parler si vous voulez. Et puis donc comme le disait Fatima, je la transmets beaucoup sur Twitter. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que j'ai une petite légitimité à en parler, mais c'est pas le truc sur lequel je travaille directement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire en général, avec un grand H, tout ça, avant de faire l'histoire des femmes avec un grand F, a très longtemps été produite et enseignée par les hommes, à partir de sources écrites par les hommes, et elle faisait un récit de l'histoire des hommes. Par exemple, on écrivait dans les manuels scolaires, le suffrage universel a été accordé en France en 1848, passant donc complètement sous silence le fait que la moitié de l'universel n'avait pas eu le droit de vote en 1848. En fait, on faisait une histoire qui laissait croire que l'on parlait de l'espèce humaine, hommes et femmes, mais en réalité, quand on y regardait de plus près, on ne parlait que de la moitié masculine de l'espèce humaine. Donc une histoire, on dit qu'elle était écrite au neutre masculin, comme si ce neutre embrassait de manière impartiale la totalité de la vie humaine. En réalité, il ne parlait que de sa moitié. Alors certains disaient, c'est marrant, j'ai encore des étudiants qui me répondent comme ça, bah oui, mais c'est normal qu'on fasse l'histoire des hommes puisque c'est les hommes qui sont au pouvoir. Oui, justement, mais en général, je leur dis, bah ouais, mais on ne peut pas faire l'histoire de ça, on ne peut pas essayer d'expliquer ce monopole, cette exclusion des femmes, et est-ce que c'est si vrai que ça? Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'aller chercher? Et puis, depuis quand? Et puis, au nom de quoi? Et c'est vrai que le premier réflexe, c'est pas forcément de se poser des questions, et c'est ça aussi qui a apporté un peu l'histoire des femmes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les femmes étaient donc invisibles dans l'histoire.
Michel Pirot dit il faut sortir les femmes de l'ombre du théâtre de l'histoire. J'aime bien et en général les étudiants aussi me le sortent dans toutes leurs intros après, ça doit leur plaire. Donc on parlait des grands hommes, on parlait des foules dans lesquelles on ne voyait que les hommes, on parlait des ouvriers sans parler des ouvrières. Et en fait, la plupart d'entre vous, même ceux qui sortent depuis pas très longtemps de l'école alors qu'il y a quand même eu pas mal de progrès, en fait, ont eu une histoire des hommes. Alors souvent, il y a une petite double page ou alors 3 heures consacrées à allez, on va faire le moment femme, attention, mais c'est à peu près tout et là, ça reste quand même assez limité. Cela dit, j'ai regardé un certain nombre de manuels, maintenant on dit en 1848, on a donné le suffrage universel masculin. Il y a quand même eu quelques petits progrès, on n'explique pas toujours pourquoi il n'est que masculin. Alors pourquoi est-ce que cette histoire, et notamment en France, c'est à ce point une histoire centrée sur les hommes? L'histoire, on le sait, c'est Howard Zinn qui disait ça, est écrite par les vainqueurs. Or, pas de bol pour nous, enfin en tout cas pour nous les femmes ici, les vainqueurs restent encore largement les hommes. Et qui plus est, dans le cas de l'histoire et de l'historiographie française, le vainqueur, c'est aussi l'universalisme masculin, avec son extraordinaire pouvoir d'invisibilisation des femmes. Dans un ouvrage de référence qu'elle a écrit en 1998, Françoise Thébault, le bouquin il s'appelle « Écrire l'histoire des femmes et du genre », elle montre bien que le problème en France, et c'est assez français pour ça, c'est que la discipline historique s'est quand même largement construite en lien avec l'affirmation de la nation et de la République, en lien avec l'exaltation des valeurs de la culture républicaine. Et donc l'histoire comme science, et plus encore l'histoire telle qu'elle est enseignée, avait pour but d'enraciner la République, enraciner la nation, faire des citoyens et donner une identification nationale. Le problème, c'est que dans ces valeurs républicaines et nationales, il y a cette fameuse universalité des droits qui, en réalité, est une universalité masculine. Et que donc, pour valoriser ce pan de ce que l'on appelle maintenant le roman national, on l'appelait déjà un peu à l'époque, eh bien, ça participe d'un effacement des femmes. Ça les a écartées parce qu'elles étaient écartées des urnes et du pouvoir, ça les écarte aussi des livres d'histoire. D'une certaine façon, faire l'histoire de tous les groupes qui ne sont pas inclus de facto dans cet idéal complètement idéalisé de fait, eh bien ça déstabilise ce modèle et donc ça se heurte à des résistances qui ne sont pas seulement des résistances hommes-femmes, mais aussi cette espèce de sacro-saint modèle national qu'il est difficile de remettre en cause. Ce que je dis vaut exactement aussi pour la question de la colonisation, pour la question du traitement des immigrés. Il y a ce particularisme. En outre, pendant longtemps, dans l'historiographie française, en gros jusque dans les années 30, enfin là je le fais vraiment à la louche, la science historique comme discipline a été marquée par ce qu'on appelle le positivisme. C'est-à-dire que c'était une histoire qui disait ne s'en tenir qu'aux seuls faits visibles du passé, ce qui conduisait les historiens à travailler sur certaines sources et pas d'autres. Et résultat, cette histoire positiviste était le reflet du visible et donc le reflet des dominations visibles. Je vous donne un exemple. Pendant longtemps, quand on a travaillé sur la Révolution française, on a travaillé à partir de sources parlementaires. Or, quand on regarde les débats à l'Assemblée nationale et à la Convention, on y a très peu parlé des femmes. Il y a un débat en octobre 1993 où a été posée pendant quelques heures la question des droits politiques des femmes. C'est au moment où le député Amar d'ailleurs veut exclure les femmes du droit d'association qui leur avait pourtant été donné au début de la Révolution française. Mais bon, c'est la seule fois. Ça fait que sur des kilomètres de débat, il y a un tout petit moment sur les femmes. Et comme l'histoire se faisait en s'appuyant dessus, on avait l'impression que les femmes, c'était pas forcément l'élément le plus important et le plus débattu dans la Révolution française. Il fallait pour cela faire un pas de côté et regarder d'autres types de sources, d'autres types de prises de parole, etc. Donc, pendant longtemps, d'une certaine façon, l'histoire a donc reproduit dans sa production la violence symbolique de l'exclusion politique des femmes. Elle s'est traduite dans l'histoire. Pour dire les choses avec des grands mots qui font joli, on peut dire que notre démocratie qui est très virilo-centrée, mais en habillant ce virilocentrisme d'un vocable éminemment performatif d'universel, a eu pour effet d'occulter les femmes dans l'historiographie, parce que c'était aussi l'objectif de l'histoire, former des citoyens, et on n'en avait pas grand-chose à faire de
poser la question des dominations là-dedans, et parce que sa méthodologie l'empêchait de voir finalement les femmes. En d'autres termes, pour réussir à faire l'histoire des femmes, il fallait aller chercher d'autres traces, d'autres sources, et poser d'autres questions à ces sources. Et à nouveau, ce que je dis pour les femmes vaut aussi pour les colonisés et pour les étrangers. Alors comment est-ce qu'on en est venu à faire l'histoire des femmes? Eh bien, tout commence au début des années 70. Alors, on en reviendra tout à l'heure, en tout cas, nous, c'est ce qu'on nous enseigne quand on nous enseigne l'histoire de l'histoire des femmes. À la base, il y a un séminaire de 3 historiennes, dont Michel Perrault, qui était un séminaire à Paris 7, qui s'intitulait « Les femmes ont-elles une histoire ?» Il faut croire qu'elles ont une histoire, puisque 10 ans plus tard, grand colloque à Saint-Maximin, qui rassemblait plusieurs historiens, surtout des historiennes, qui s'appelle la première rencontre d'histoire des femmes, sous le titre « Une histoire des femmes est-elle possible ?» où vous y étiez. Donc, il y a maintenant, ça fait combien d'années? Putain, ça fait pas mal en fait. Hein. Ouais. Alors, une histoire des femmes est-elle possible, se demandait ce colloque. Il fallait croire que oui, puisque dans les années 90 paraissaient donc les 5 tomes de l'histoire des femmes sous la direction de Duby et Perrault. Et en 98, un nouveau colloque qui cette fois s'intitulait « Une histoire sans les femmes est-elle possible ?» Donc vous voyez, 3 questions faussement naïves. Les femmes ont-elles une histoire? Une histoire des femmes est-elle possible? Une histoire... Hein? Bon, évidemment, c'est des jeux rhétoriques, mais qui montrent la progression du questionnement. En tout cas, des décennies où partout, des groupes de chercheuses ont commencé à travailler sur les femmes. On a créé les premières revues d'histoire des femmes, des rencontres internationales. Et ça touchait aussi les autres disciplines de sciences humaines, la socio, l'ethno, la géo, un peu partout se levait cette invisibilité sur les femmes. Alors pourquoi cette prise de conscience dans les années 70? Plusieurs raisons faciles à établir. Le contexte de toute façon était favorable. Les années 70 sont pour les femmes un moment important de revendication, je ne vous apprends rien. Un besoin de toute façon de visibilité de tous les invisibles, de tous les sans grades, de tous les sans voix que l'on retrouve dans les sciences, mais aussi à la radio, à la télé, et qui concerne les femmes, mais bien au-delà. Par ailleurs, et évidemment c'est pas une coïncidence mais une des causes, si les femmes on l'entend étaient invisibles dans la discipline historique, c'est parce qu'il y avait une invisibilité des femmes dans l'université. En gros, jusque dans les années 60, tous les profs d'université c'était des mecs. Alors évidemment il y avait des femmes qui travaillaient. Il y avait des femmes qui avaient fait tout à fait les études qui leur permettaient de rentrer à l'université, mais elles n'avaient que des postes d'assistantes. Donc elles faisaient des recherches, elles écrivaient des choses, elles faisaient des travaux, mais ils n'étaient pas publiés ou pas publiés sous leur nom, et ça ne leur ouvrait pas les portes de l'institution. Un grand nombre d'historiens archi-connus n'ont pu faire leurs travaux que parce que leurs manuscrits étaient lus, relus, tapés, mis en forme, pensés, que les recherches en archives étaient faites par des femmes, qui étaient soit d'ailleurs leurs femmes, soit des assistantes, dont le nom était complètement gommé, non c'est pas les Pénélope, dont le nom était complètement gommé. Au max on a une dédicace genre à Julie ou à Lucie, mais voilà c'est tout, alors que c'était l'essentiel du boulot qui avait été fait par la nana. Donc les choses ont changé au début des années 70 car des femmes sont devenues professeurs d'université et ça leur a permis aussi de franchir ça. Par ailleurs des femmes qui souvent étaient engagées à côté de ça dans les mouvements féministes et c'est aussi dans une démarche souvent militante qu'elles se sont engagées dans ce type d'histoire. Alors là, je vais passer un peu vite parce que sinon c'est trop long, on verra si on en rediscute. En gros, si vous voulez, au début, il y a eu une histoire des femmes qui a été une histoire assez séparatiste et une histoire qui faisait d'un côté une histoire généralement de l'exclusion et des femmes comme victimes et à côté une histoire des quelques héroïnes. Donc, mais ça, l'histoire a progressé, on est passé, comme on dit souvent, là je fais vraiment à grands traits de l'histoire des femmes et l'histoire du genre. On s'est mis à réfléchir à toutes les relations hommes-femmes, pas seulement à travailler sur l'évidence de l'exclusion, de la domination, mais voir à travailler sur toute la palette qui va du consentement à la ruse, à la séduction, au jeu, enfin il y a ça, on a beaucoup enrichi le regard. Ce qui a été intéressant aussi, c'est que l'histoire des femmes a fait exploser l'universel masculin, elle a fait apparaître les femmes, mais elle a fait apparaître les hommes. Donc on a pu faire une histoire de la virilité, tout ça, ce qui leur plaît pas beaucoup non plus. Hein. Les étudiants, quand je leur fais l'histoire de la virilité, ils détestent. Les mecs, ils ont vachement du mal. Les femmes, elles aiment bien, mais les mecs, ça les déstabilise, c'est assez rigolo.
Donc, en tout cas, alors, on a fait de l'histoire du genre avant, en France, de dire qu'on faisait de l'histoire du genre. Il y avait un problème avec le mot qui était peu accepté en France. Le premier livre, je crois, qui se dit histoire du genre a été publié en 2003. C'est assez tard, hein, le mot était déjà largement utilisé avant, dans d'autres pays. Et la revue Clio, qui est une des grandes revues d'histoire des femmes depuis les années 70, qui s'appelait Clio, Histoire, 90. Femmes et Société. Hein? Non, Clio commence après 90. Oui, pardon. Elle a changé de nom en 2013 pour devenir Clio, Femmes, Genre, Histoire. Donc on voit que c'est quand même assez récent. Bon, tout cela n'a pas été facile. Hein. Quand on interroge les premières historiennes, elles racontent leurs difficultés. Nombreuses racontent qu'elles ont caché, même quand on leur demandait sur quoi elles travaillaient, elles donnaient d'autres sujets et puis elles cachaient parfois qu'elles travaillaient sur les femmes. Elles ont dû lutter beaucoup académiquement pour imposer leurs travaux, pour imposer ces méthodes. Certaines racontent qu'elles ont dû aussi parfois négocier avec les associations militantes, qu'elles avaient des relations assez tendues parfois avec les associations féministes. Alors pour rebondir sur les thèmes que tu as annoncés, Fatima, la recherche, tu disais la recherche l'histoire des femmes a été effacée. La recherche, je pense qu'elle va pas trop mal. Il y a des gens qui cherchent. Chaque année, il y a beaucoup d'étudiantes qui veulent travailler dessus. Moi, j'en dirige un certain nombre. Enfin, il y a une demande, il y a de la production, il y a pas mal de choses qui sortent. Les revues sont assez efficaces. En témoigne par exemple la sortie juste là du dictionnaire des féminismes. Enfin, il se passe des choses. En revanche, il y a plein de trucs à faire. Par exemple, il y a du boulot à faire sur Wikipédia. Christine Barr propose qu'on crée des ateliers Wikipédia parce qu'elle se rend compte que 90% des contributeurs de Wikipédia sont des hommes. Et ce qui fait que Wikipédia est à l'image en fait de ses contributeurs, ce qui est logique. Et donc il y a un enjeu fondamental à faire des notices sur les femmes. Et elle a créé à l'université d'Angers, il y en a une aussi à Toulouse et ça va être créé un peu partout, des ateliers où entre femmes on prend des notices, on prend des trucs et on crée des notices Wikipédia pour faire rentrer les femmes. Parce que quand même n'importe quel étudiant, le premier truc qu'il fait c'est qu'il regarde Wikipédia, donc c'est pas plus mal si il se met à tomber sur des trucs. Par ailleurs, il y a des machins hallucinants. L'autre jour, j'avais donné à mes étudiants un texte de Simone Veil, donc je vais vérifier ce qu'il y a dans Wikipédia, parce que comme ça je vérifie avant qu'ils ne tombent pas sur des merdes absolues. Et je regarde donc la loi Veil. Et bien, dans notes et bibliographie, le seul bouquin qui était donné en notes et bibliographie sur la loi Veil, c'était Le suicide français d'Éric Zemmour. Et là, je me suis dit, oh purée, on est mal parti. Il faut faire super attention sur ce genre de trucs. En plus, souvent, bon. Il y a sûrement des choses à faire sur les manuels d'histoire, quoique il y ait un effort qui a été fait là aussi par la plupart des maisons d'édition. Dans les offres de cours à la fac, il y a finalement, j'ai regardé, assez peu de cours, ou alors c'est des options qu'on peut prendre à part, mais imposer un peu de l'histoire des femmes en cours obligatoire, ce ne serait pas forcément une mauvaise idée. Il n'y a pas beaucoup de chaires d'histoire des femmes, il y en a une à Toulouse, mais il n'y en a pas beaucoup. Et il y a un autre truc que j'ai trouvé intéressant, je pourrais terminer là-dessus, c'est s'occuper de la préservation des archives du féministe. Je vous ai dit, c'est très important de bosser, d'avoir des sources. L'important, c'est quand même, l'historien, il bosse d'abord sur des sources. Et actuellement, il y a un grand mouvement de collecte des archives de femmes et des archives du féminisme. Il y a eu, mercredi dernier, une journée d'études entière consacrée là-dessus aux archives nationales qui était super intéressante. Et une association qui existe, mais qui a été lancée, qui s'appelle les archives du féminisme. En fait, actuellement, il y a un appel pour recueillir toutes les archives de femmes, et notamment autour de la question du travail. En fait, ils voudraient faire un gros travail de recherche pour relever toutes les archives du travail, que ce soit le travail domestique, alors là, dans le genre invisibilisé, ça se pose là, mais aussi salarié. Et donc, à partir dans quelques mois, toutes les archives départementales, municipales, enfin surtout départementales, vont ouvrir des accueils pour que l'on puisse déposer des archives, des trucs auxquels on ne pense pas forcément, des livres de comptes, même des livres de recettes, des photos, des correspondances, des journaux intimes, enfin toutes les archives auxquelles on ne pense pas nécessairement, mais qui sont des archives extrêmement importantes pour pouvoir faire l'histoire des femmes. Et tant qu'on n'aura pas ces archives, on pourra moins bien faire l'histoire des femmes. Donc c'est important moi je pense que c'est un truc qu'il faut le suivre, et il faut aider ce mouvement de collecte des archives, parce que ça va permettre de faire l'histoire des femmes avec un grand F. Fatima avec un grand F aussi. Merci. Je vais vous laisser une petite feuille d'inscription, comme ça on pourra vous relancer pour la date du prochain.
pour moi, il faut vraiment cas féministe après cas féministe, on essaye il n'y a pas de yakafocon, quoi, qu'on essaye de trouver des stratégies pour exister, bordel, et qu'on puisse imposer la lutte, la cause des femmes pour changer et révolutionner toute la société.